Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et jusqu'à 14h avec vos appels au 0826 300 300, nous sommes avec Bernard Bourdin, professeur de philosophie, chercheur universitaire et co-auteur avec Philippe Diribarne de La Nation, une ressource d'avenir aux éditions Artege. Bonjour. Bonjour. Chef-d'œuvre en péril, monstre du Loch Ness, qu'est devenu cet animal si nécessaire, au goût étrange venu d'ailleurs, la nation. Et oui, on parle de la nation, mais on en parle comment aujourd'hui? Un livre vient de paraître, Bernard Bourdin, signé Bernard Bourdin et Philippe Diribarne, La Nation, une ressource d'avenir. Et vous avez fait un livre vraiment que je recommande aux éditeurs du Sud Radio, Bernard Bourdin, parce que il est succinct au bon sens du terme, il est court, mais il est très nécessaire pour rappeler quand même le contexte, effectivement, dans lequel on vit depuis des siècles. Et ce n'est pas rien, donc l'histoire de la nation, vous racontez comment on s'est dégagé de l'Empire, des églises, etc. Que veut dire la souveraineté, que veut dire tout cela? Mais je voudrais surtout, on va pas raconter peut-être l'histoire de la nation, mais que vous définissiez, peut-être en reprenant la définition de Renan, je ne sais pas si c'est à vous de voir, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une nation? Comment on peut la définir? Alors c'est la question absolument centrale en fait. Hein. On démarre fort là. C'est un petit rappel étymologique. La nation, c'est là où on est né. Hein. On est dans la nature d'eux, d'ailleurs, d'où le mot de naturalisation. Oui, c'est là où on est né, oui, c'est vrai. Donc ceux qui ne sont pas nés là, ils sont naturalisés. Ils sont nés dans la nature du peuple qui les a reçus, qui les a accueillis. Hein. Donc il y a cette dimension-là. Alors ensuite, au cours des siècles, la notion a été très évolutive et plutôt que d'en faire une notion à tort rigide et qui se ramènerait simplement au nationalisme identitaire, au repli sur soi, enfin vous connaissez tous les discours et les poncifs dans ce domaine-là, en réalité, c'est une notion très flexible qui a pris plusieurs significations au cours de l'histoire et selon les pays. Si on prend le cas français, c'est une vision surtout politique, en fait, et très liée au contrat depuis la Révolution pour revenir française. à la France. La nation française, aujourd'hui, si vous aviez à la définir, vous diriez quoi? Alors, aujourd'hui, la nation française, justement, si elle est fidèle à sa définition d'origine, elle a à la fois une signification politique qui me paraît être indispensable et sur laquelle on pourra même revenir dans le contexte européen en particulier. Oui, on en reviendra. Mais là, aujourd'hui, disons, la définition d'origine, la définition de base, quoi, je dirais. Aujourd'hui, le problème, c'est que sa définition de base aujourd'hui, elle est très mise à mal. C'est pour ça que je vous réponds en faisant des détours. Alors je vais préciser ma question. Quelle est la définition d'origine? La définition de base, quand la nation française s'est constituée, disons, on dirait quoi? La définition de base, c'est l'ensemble du peuple qui fait partie de la nation. En fait, il y a une fusion peuple et nation avec la Révolution française. Alors qu'avant, la nation, c'était les grands et le peuple, c'était le petit peuple. Là, désormais, depuis plus de 2 siècles, tout le monde fait partie de la nation. Et voilà, donc peuple et nation sont des notions indissociables. Alors, on en revient quand même, je ne veux pas éluder la question que vous posez, elle est très importante. Dès lors où ces notions de peuple, de nation, d'appartenance à une communauté historique, à une forme politique commune est mise à mal, et c'est d'où votre question. C'est le cas, oui. À ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué de la définir aujourd'hui. Et on est plutôt devant une définition, j'allais dire, presque naturellement archipélisante. On pensera au livre de Jérôme Fourquet, qui a fait date et de façon méritée d'ailleurs. C'est devant la nation est un terme de convenance, mais au fond, on est devant. Au fond, on ne peut pas la définir aujourd'hui. Elle est devenue en fait assez indéfinissable. Indéfinissable. Et donc, l'entreprise de ce livre, justement, et je comprends bien votre question, c'est d'essayer de la redéfinir, en fait. C'est pour ça que je suis un petit peu embêté de vous répondre comme ça, parce que il s'agit de la redéfinir. On est plus devant l'archipel. Elle a été ce qu'elle a été il y a 2 siècles ou un siècle. Elle a été érodée, transformée, archipalisée, disons morcelée par un certain nombre d'événements historiques, enfin de faits historiques, pardon. Et vous dites aujourd'hui, il faut la reconstruire quelque part. Absolument. Il faut reconstruire le concept, en fait. C'est-à-dire il ne faut pas tomber dans l'idée que c'est un pur anachronisme ou un avatar de l'histoire, puisqu'il y a l'Europe,
Ou inversement, c'est une nostalgie archaïque qu'il faudra reproduire par une espèce de vision éthiquement pure. Ni repli sur soi, ni fusion dans le poste national. Absolument. Absolument. Eh bien, on en parle tout de suite après les informations. On va continuer avec Bernard Bourdin. Et vos questions, vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La nation, une ressource d'avenir. Et oui, parce que certains disent « Ah, cette pelée, cette galeuse, d'où vient tout le mal ?» Ben non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La nation, on en a besoin. Et on en a plus que jamais besoin en ce 21e siècle, fauteur de tellement de conflits, de partitions et autres libanisations. Justement, alors, Bernard Bourdin, donc vous avez écrit ce livre avec Philippe Diribarne, ce livre très précis et très renseigné. Et alors, on parle de ça. Je voudrais qu'on parle un peu au fond, le théâtre de la nation, c'est un théâtre des opérations aujourd'hui entre les droits de l'individu et le devoir du citoyen. On a l'impression que le balancier est passé d'un côté et que la nation, presque, on veut jeter le bébé nation avec l'eau du bain. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ouais, je pense que depuis... par rapport à la question de l'individu et puis du citoyen, je dirais qu'après 68, le phénomène se produit. C'est-à-dire qu'on a un discours sur les droits de l'homme qui est moins une philosophie qu'une idéologie d'émancipation. Et donc la nation apparaît comme étant le dernier frein qu'il faut faire sauter. En quoi la nation empêche l'émancipation et empêche l'individu, quelque part ? Parce qu'elle est trop particularisante et l'individu lui recherche la satisfaction de ses désirs et l'individu c'est une forme d'universel. Ah oui. Qu'on soit allemand, français ou indien, n'importe où, pourvu qu'on réalise son destin personnel, tout va très bien. Donc voilà, prenons le cas de l'immigration, c'est un peu ça. Les nations deviennent des autoroutes en quelque sorte de la terre est à tous. Hein, donc c'est l'alliance de l'individualisme radical avec un universel de surplomb. Hein. Ouais. Et donc la nation là-dedans, elle est coincée. Elle apparaît comme étant ringardisée. Obstacle, presque. L'obstacle, c'est l'obstacle. C'est d'ailleurs, vous parlez de 68, un des slogans 68, c'était les frontières, on s'en fout. Oui, c'est exactement ça. Et donc c'est l'obstacle à abattre, et y compris dans la construction de l'Europe, sur laquelle on reviendra certainement, qui devrait se substituer finalement aux nations. Alors qu'en réalité, c'est ce qui fait que l'Europe est un objet marchand non identifié, c'est qu'elle ne sait plus d'où elle vient, dès lors qu'elle nie ses propres nations. On l'a construit sur l'euro et l'économie avant de la construire sur l'identité. Et le retour de bâton est là. Absolument. Mais justement, alors aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un réveil des nations ? On l'a bien vu, d'ailleurs, avec l'Ukraine. Quelle que soit la journée, qu'on en parle un peu, parce que quel que soit le parti qu'on peut avoir là-dessus, il ne s'agit pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais il y a eu incontestablement un réveil des nations. Enfin, il y a l'Ukraine, et puis beaucoup plus large, quand même, la Russie aussi, de son côté, un réveil national. Après, le communisme était internationaliste, le soviétisme aussi, puisqu'il y avait l'Empire soviétique. Alors, et ce réveil des nations, il est assez général ? Est-ce qu'il inclut pour vous des grands blocs comme la Chine, ou c'est encore autre chose ? Alors, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une conscience nationale collective très claire, si on prend le cas de la Russie ou de la Chine, c'est évident, mais le mot n'a pas le même sens. On voit bien que, en même temps, il se couple, si on prend les grands espaces comme la Russie ou la Chine, avec le vieux mythe impérial, quand même. Hein. Et donc, c'est la nation-empire. Et donc, elle cherche on voit bien le problème de l'Ukraine. Alors, l'Ukraine, c'est un cas intéressant, et comme vous dites, sans chercher à entrer dans le débat Poutine ou anti-Poutine, ça va bien au-delà de sa seule personnalité. L'Ukraine, je suis allé, comme en Russie d'ailleurs, c'est un pays qui parle sa propre langue depuis une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Et on voit l'intérêt, la montée en puissance d'une conscience nationale, et qui se heurte au vieux mythe impérial russe et, je dirais, aussi soviétique plus récemment. Et là, on voit bien l'actualité de la nation comme facteur d'émancipation. Et c'est tout à fait clair.
Hein, et on pourrait multiplier bien d'autres exemples. Plus anciennement, prenez tous les processus de décolonisation. Oui. Ça a justifié l'essor de nations. Dans toute l'Afrique noire, en Asie. C'est vrai, partout. sauf que certains découpages étaient en dépit des identités ou du bon sens. Mais enfin, c'est autre chose, ça. Mais ça, c'est autre chose. Mais on voit bien que la nation l'a refait surface. Mais alors, inversement, face à l'Union européenne, l'Ukraine est un petit peu entre le marteau et l'enclume, entre la Russie dans sa vision, disons, impériale, mais même l'Union européenne, à sa façon, est une forme d'empire techno-démocratique, je dirais. Et par exemple, la proposition, à mon sens, dangereuse de vouloir intégrer très vite l'Ukraine dans l'Europe en dit long sur l'incapacité de comprendre que ce pays a besoin, certes, d'être protégé, mais en même temps de le laisser grandir dans sa propre conscience nationale. Bien sûr, comme vous dites, c'est très récent. C'est très récent. Et ça c'est très clair. Et c'est un cas extrêmement intéressant, mais là, on joue avec de la dynamite parce que forcément, ça va être l'opposition Moscou-Bruxelles pour empêcher qu'un pays puisse enfin manifester sa conscience nationale. Oui, mais par exemple aussi, il y a des retours, c'était très intéressant, par exemple, qu'un Trump parle de America First, etc. Retour. On n'en parlait plus de l'Amérique, c'était l'Empire. Et puis voilà. Et puis, il y a autre chose aujourd'hui, on a parlé de l'Israël. Donc, si vous voulez, en fait, le prurite nation, enfin, la dimension nation, en fait, elle est là, soit elle est la belle au bois dormant, soit elle se réveille, quoi. Et en fait, si on revenait alors à Renan, on en parlait hors antenne, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui pour dire, attendez, la nation, on ne peut pas s'en passer comme vous ne pouvez pas vous passer de vos bras, de vos jambes, et voilà. Ah bah, dans la ligne de Renan, la nation ne peut pas s'en passer parce que c'est comme une famille, au fond. C'est-à-dire qu'on a une histoire, on a un récit commun. Et c'est ce qui fait l'intérêt de Renan, c'est que Renan n'en appelle pas ni à la religion, ni aux frontières géographiques, à rien de tout ça. Au fond, il en appelle à l'histoire. Et dès l'instant... L'identité commune. C'est l'identité commune, c'est ça. Alors, il faut oublier qu'il écrit sa conférence, et elle est après la défaite de Sedan. Et donc ça joue énormément. Mais au-delà du seul contexte, ça vaut encore pour aujourd'hui. Dès lors que nous n'avons plus une conscience d'appartenance historique commune, il n'y a plus de communauté de destin. Donc de fait, ça rejoint la question de départ que vous m'avez posée. Qu'est-ce que c'est que la nation aujourd'hui? S'il n'y a plus de communauté de destin, il n'y a plus de nation. C'est un archipel. Alors, nous avons besoin, d'une manière incompressible, d'une histoire commune finalement qui nous réunisse. Et cette histoire, c'est pas une question d'identité, de fascination ethnique, etc. C'est le fait que nous avons vécu des choses en commun et que nous entendons continuer à les vivre en commun. Donc il y a une histoire. Et donc là, nous formons nation. Nous formons nation. Que l'on soit noir, jaune, blanc, peu importe. Nous formons une nation. Mais alors justement, comment faire de faire nation ou de former nation au moment où on le sait très bien que l'intégration ou l'assimilation devient des obstacles de plus en plus difficiles, voire impossibles, comment un certain nombre de gens, encore une fois, bon, ils sont français de papier, soyons clairs, ils le disent eux-mêmes, je veux dire que le reste ne les intéresse pas du tout. Donc, est-ce que c'est quelque chose où on va dans un mur, ou c'est quelque chose qu'on peut, à votre avis, corriger, puisque c'est le centre de votre livre. Que faire? Que faire, oui. Comme disait Vladimir Ilitch. C'est ça, exactement. Alors, soyons concrets ensuite, évidemment. D'une part, il faut qu'il y ait une volonté politique de l'État pour ça. Une nation, elle n'existera, et en France encore plus, c'est à plus forte raison très vrai, la nation, elle est liée à l'État. Donc si l'État n'a plus du tout la volonté de nous faire vivre ensemble, on court... Vous avez l'impression que c'est un peu le cas en ce moment? C'est un peu le cas depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'on oscille entre Charybde et Scylla, quoi. C'est leur en même temps, si vous voulez. Voilà. Donc il va falloir être clair là-dessus. Est-ce que nous voulons toujours, comme disait Renan, vivre la nation comme un plébiscite de tous les jours? Oui, d'accord. Alors oui, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à l'éducation nationale, nous enseignons toujours concrètement notre histoire commune? Et donc ça veut dire que l'étranger qui est arrivé, lui, a le droit de connaître cette histoire et y est entré. Ce n'est pas qu'un titulaire de droit, justement. On revient à la question de tout à l'heure. Ce n'est pas qu'un sujet, c'est un citoyen. Je dirais le droit et le devoir. Et le droit et le devoir. Donc l'accueillant comme l'accueilli peuvent marcher main dans la main s'ils se disent nous avons bien cette histoire commune. D'ailleurs, on en rigole beaucoup, mais nos ancêtres les Gaulois, qui est un pur mythe, mais permettaient d'égaliser la condition de tous. Qu'on soit noir ou qu'on soit blanc, si nos ancêtres sont les Gaulois, c'est que nous sommes égaux.
Et nous choisissons nos ancêtres et c'était une bonne chose. Absolument. Donc les mythes servent à quelque chose. Alors, il y a ça, histoire. Et puis, bien sûr, il y a la langue, indéniablement. Hein. Dès l'instant où la langue est galvaudée, que voulez-vous, une langue permet de réunir une nation. C'est un critère. Hein. C'est fondamental. Donc la littérature aussi, il y a un coup derrière la langue. La culture, la littérature. Oui, ça passe par tout cela. Et ça, c'est la mission de l'école, qui est une mission même de l'État par excellence, de transmission d'une société, d'une nation. J'en sais quelque chose, puisque je suis moi-même professeur. Je peux vous dire que les jeunes d'aujourd'hui, qui ont 18 ou 20 ans, qui arrivent à l'université, ne demandent pas mieux, finalement, pour leur transmettre quelque chose. Je crois que c'est un fantasme de croire qu'ils ne s'intéressent qu'à l'informatique ou c'est pas vrai du tout. La culture est fondamentale. Non. Encore faut-il avoir la volonté de leur transmettre cela. Et voilà. Vous avez raison, vous posez... C'est la bonne question, ce sont les bonnes questions. On en parle tout de suite après cette pause. Et alors, comment refaire nation? Vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un mien ami romancier qui, hélas, est parti, avait trouvé un très beau titre pour son roman, Idiot cherche village. Aujourd'hui, ces citoyens cherchent nation, désespérément. Et c'est de plus en plus important. Bernard Bourdin, avec Philippe Diribarne, vous avez écrit La Nation, une ressource d'avenir aux éditions Artege. Un livre, encore une fois, que je vous recommande. Et on parle un peu de ça, et c'est amusant, parce que la première partie de l'émission était consacrée au poste national, c'est-à-dire Davos, qui se passe en ce moment. La Convention internationale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui se tient à Genève, en même temps, c'est le cas de le dire. Et puis, ce monde post-national, je dirais, il y a Davos, OMS, puis l'ONU, et puis même l'Union européenne. L'Union européenne est-elle post-nationale ou autre chose? Alors, que devient la nation dans cette espèce d'extraordinaire éclatement, multilatéralisme, monde éclaté, multipolaire, etc., etc. Elle apparaît comme étant un nain, impuissant face à toutes ces puissances. Mais en même temps, elle est aussi, c'est le moment de le dire, elle est la solution, au sens où on peut pas... Elle est et depuis des siècles, c'est comme ça. Elle est une forme ni trop grande, qui est la forme empire, au fond, et on pourrait prendre le cas de l'Union européenne dans ce sens-là, ni trop petite comme la région ou la cité, et donc elle est à la bonne taille, je dirais, pour permettre au peuple de s'identifier à une collectivité et exister au sein de ce monde mondialisé. Autrement dit, plus il y a de mondialisation, plus il y a d'organismes internationaux que vous évoquez et d'interdépendance, comme le disait déjà De Gaulle en son temps, d'ailleurs il parlait déjà très clairement d'interdépendance, c'est pas d'aujourd'hui. Tout à fait. Il était tout à fait conscient de ça. Sauf que lui s'était retiré de l'OTAN. Oui, ça en même temps. L'interdépendance, mais dans la souveraineté de chacun. Voilà. Alors, exactement, on y vient. C'est-à-dire que l'interdépendance ne signifie pas une espèce de boudi-boulga où plus personne ne sait qui il est, mais au contraire, renvoie à la nécessité de s'identifier à des collectivités clairement repérables. Plus il y a de mondialisation, si on veut éviter la balkanisation, comme dirait Régis Debray, il faut effectivement la nation. Alors pas au sens ethnique, mais au sens de formes politiques, culturelles, parfaitement identifiables, et qui sont souveraines, et qui peuvent, entre elles, établir des rapports de coopération, d'entente, et donc ne pas vivre dans le repli, ça n'a rien à voir avec ça, mais au contraire, dans l'ouverture, parce qu'elles se savent être des nations. Et donc je crois que par rapport à tout cela, il n'y a aucune contradiction entre se retrouver à Davos, parler des problèmes mondiaux de la santé, de la pandémie, etc., et en même temps être des États souverains nationaux qui savent clairement qui ils sont. Mais donc, par exemple, pour prendre un exemple très précis, le professeur et l'écrivain, l'essayiste que vous êtes, quand, par exemple, on dit qu'il faudrait confier, enfin certains disent qu'il faudrait confier à l'OMS la gestion de la santé pour tous les pays au monde, vous ne trouvez pas que c'est la meilleure des démarches? Si les États sont complètement dépossédés de leur propre politique, oui, effectivement. Où est la souveraineté? Voilà. Bien sûr qu'on soit dans l'interdépendance. Il y a des problèmes mondiaux qui se posent, il ne faut pas le cacher. Bien sûr. Donc, qu'il y ait des organismes mondiaux pour ça, c'est très bien. Mais à condition que ce ne soient pas des organismes qui
qui au fond qui impose dictent peut-être, Comment qui dictent leur volonté. Voilà, exactement ce que je veux dire, qui impose des injonctions. Et donc, prenons l'exemple qui est très récent, on l'a vu avec la perte de notre souveraineté sanitaire, prenons la question des masques. C'est très concret. Hein. Dans le gouvernement, enfin l'avant-dernier gouvernement, maintenant l'avant-dernière mandature que j'aurai la grâce de taire, mais vous m'avez compris, il fallait abandonner les masques, ça ne servait plus à rien, tout va très bien, il faut être dans un pays complètement du tiers-monde pour qu'on ait encore besoin de masques. On s'est rendu compte, été 2020, que nous avons besoin de masques. Donc, on s'est mis à parler de souveraineté sanitaire. Ouais. Donc, ce qui en dit long, c'est que nous avons besoin de ce cadre étatico-national pour exister, c'est très clair. Sinon, on ne sera pas universel, en fait. On sera démondialisé hors sol, ce qui n'est pas la même chose. Tout à fait. Et vous pensez que, de ce point de vue, la nation est le cadre idéal? Je dis pas, absolument. Mais le cadre idéal, c'est ça. C'est le cadre idéal parce qu'encore une fois, c'est la bonne forme intermédiaire, ni trop petite, ni trop grande. Et dans toute son histoire, elle aura permis, pour cette raison-là, une émancipation des peuples par rapport à toutes les féodalités du temps, et il y en a de nos jours, autrement. Hein. Prenons les GAFA, ce sont bien des féodalités en réalité, et qui en appellent d'ailleurs à la souveraineté. En fait, le concept n'est pas épuisé. On voit bien. Et donc, regardez les efforts pour que les GAFA payent les impôts aux nations. Absolument. Donc, ce qu'on jette par la porte revient par la fenêtre. Ce qui prouve bien que la question, on ne peut pas l'éluder. Oui, c'est ça. Et en même temps, et encore faut-il que la nation ne se laisse pas, je dirais, gérer et guider par des cabinets de conseil internationaux. Oui. C'est encore autre chose, mais ça, c'est du ressort, effectivement, du facteur humain, des politiques qui sont là. Et alors, par rapport à, effectivement, on a parlé de tout ça, donc, mais quand même, le paysage, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste, Bernard Bourdin? Parce qu'on a parlé de la désintégration face à l'intégration, on a parlé du manque d'assimilation face à la nécessité de l'assimilation. Est-ce que quand même l'Union européenne, aujourd'hui telle qu'elle fonctionne, il y a le côté communautarisme, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, les fractures françaises dont tout le monde se repaît. Mais est-ce que tout ça, plus l'Union européenne, ne fonctionne pas contre la nation? C'est vrai, ce que vous dites, la réaction première qu'on peut avoir, c'est de se dire qu'on est un petit peu comme c'est le combat de David contre Goliath, comme on dit, hein, et va-t-on y arriver? Donc on pourrait à bon droit être d'abord et avant tout pessimiste. En même temps, je crois que cette situation-là est tellement nous conduit tellement à une impasse et voire à l'abîme. Une impasse violente, oui. Violente, absolument. Que je pense que je crois au sursaut des peuples, une espèce de sagesse des nations, c'est le moment de le dire. La dernière présidentielle l'a montré. Alors. D'abord, sous le jour inquiétant de l'affaire, c'est-à-dire que on a un président de la République qui, finalement, paradoxalement, a été réélu, mais minoritaire. Le 10 avril, on a compris, j'espère que lui l'a compris, qu'il est minoritaire, en fait. Puisque si on regarde la transversalité de l'électorat gauche ou droite ou extrême droite, traditionnel, oui, il est tout à fait anti-européiste, globalement national. Alors avec Mélenchon, c'est un peu plus complexe. Mais non, mais il y a une majorité de Français qui sont... très clairement. Hein, et donc, d'ailleurs, Mélenchon l'a si bien compris qu'il a déclaré par 3 fois ou 4 fois qu'il fallait voter contre Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il avait compris que son électorat est très flexible. Donc on voit bien qu'il y a plus... Quand on a été élu président de la République, il y a 8% des voix en moins par rapport à 2017, que la pression nationale est de plus en plus grande. La pression à reprendre son destin est plus grande. Donc je crois que à un moment donné, fatalement, progressivement, c'est lent. Mais la question la bascule se fera. Oui. Et moi, je crois qu'elle se fera. Alors, pourvu qu'elle ne se fasse pas d'une manière violente, là, on peut s'inquiéter. Hein. Peut-être qu'on ne l'évitera pas. Peut-être que momentanément, hélas, on ne l'évitera pas, mais je ne crois pas qu'on va continuer sur cette pente-là très longtemps. Et juste un mot, avant de donner la parole à nos auditeurs, l'Europe, est-ce qu'elle peut continuer comme ça ou faire autre chose? Parce que l'Europe apparaît aujourd'hui, tout se passe comme si l'Europe, franchement, y compris dans ce couple franco-allemand qu'on nous a présenté comme le couple idéal, hein, au-delà du Pax et du mariage heureux, on voit très 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 bien les dissensions sur le gaz, sur les achats d'armes, sur beaucoup de choses. Donc, au-delà de ça, est-ce que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, il ne s'agit pas de la jeter, au contraire, mais
comment peut-on effectivement qu'elle respecte plus les nations tout en étant, parce que regardez les normes européennes, regardez, enfin, tout le monde se plaint de cela, nos paysans, etc. Comment concilier cette contradiction énorme et quelquefois absurde entre les normes européennes, les directives européennes et la nation? Dans le contexte actuel de l'Europe telle qu'elle se conçoit, c'est impossible. Le conflit est fatal, puisqu'on est devant une vision supranationale de l'Europe. Et avec, du même coup, une dépolitisation du projet européen, une déshistoricisation aussi, en fait. Ouais. Et c'est même une Europe sans conscience historique et civilisationnelle. C'est une Europe pour la seule chose qui compte, c'est les valeurs démocratiques, le droit, c'est le patriotisme constitutionnel, si vous voulez, le reste ne compte plus. Ce qui n'était pas vrai encore avant les années 80. Ça l'est devenu après de manière très nette. Alors, évidemment, cette Europe-là, elle ne peut qu'aller droit dans le mur, ça ne marchera pas. Donc il y a incompatibilité. Donc il faut retrouver un sens, un véritable projet politique européen, et ça veut dire retrouver une conscience historique de ce qu'est l'Europe. Pas simplement uniquement des nations, mais de l'ensemble des nations européennes. Une certaine idée de l'Europe. Une certaine idée de l'Europe comme civilisation, comme culture commune. Je recommande d'ailleurs aux éditeurs de lire le merveilleux livre de Georges Steiner qui s'appelle Une certaine idée de l'Europe, sur lequel il se base sur, culturellement, il n'y a pas un mot d'économie, sur ce qui a fait l'Europe. Les cafés, les rues, les droits de l'homme, l'habeas corpus, etc., etc., etc. Donc on en reparle avec les auditeurs de Sud Radio et vous-même, Bernard Bourdin, la nation il vous reste à peine une demi-heure pour nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous allons à Bayonne avec César. Bonjour César. Bonjour, Ave César. Oui, bonjour André. Oui, on vous l'a fait depuis 50 ans, je sais. Oui, dites-moi César. Ouais. Alors d'abord, avant de commencer, je tiens à vous dire, Berkov, que sur Bayonne, il y a plein de gens qui adorent votre émission. Vous pouvez être fiers de vous, je voulais vous le dire. Merci. Bah écoutez, ça me touche beaucoup. Merci César. Alors dites-moi tout. Alors écoutez, pendant les manifestations, vous savez, beaucoup de gens on prenait le slogan liberté et vérité, et c'est ce dont je voudrais parler aujourd'hui. Et je vais le faire en 2 points. Oui. Donc le premier point, c'est que ce concept de nation, et je salue le monsieur qui est là, il s'appelle monsieur Bourdon. Monsieur Bourdin. Monsieur Bourdin. Oui. C'est tellement magnifique ce concept, du coup je suis hyper content de parler. Alors, parce que j'y réfléchis. Donc, le premier point, c'est d'abord la diversité. On parle aujourd'hui de diversité, et je trouve que M. Berkov, vous incarnez superbement bien la diversité, parce que vous interviewez tout le monde et avec un super respect, je trouve ça tellement bien. Et donc, la diversité permet la vérité. Voilà, c'est ça que je veux dire en premier point. Oui. Le fait que chaque pays soit différent, avec une langue, une culture différente, et ben mine de rien, sans parler d'ostraciser un pays contre un autre, parce que moi j'adore le concept de la société ouverte dans l'Union européenne, le fait que chaque pays puisse aller dans un autre, c'est vouloir avoir des frontières fermées comme les Frexiteurs, tout ça, parce que j'en suis un et je trouve ça dommage. Moi je rêverais d'un Frexit ouvert, vous voyez. D'accord. Donc, c'est-à-dire un Frexit où les gens, c'est un peu comme l'Union européenne, mais mais c'est un Frexit. On est en France, mais on n'est pas fermé, on est refermé sur soi, on est d'accord. Exactement, les Espagnols sont nos frères, les Allemands sont nos frères. Aujourd'hui, il ne faut plus qu'on leur dise non, vous ne pouvez plus venir. Il faut qu'on crée, si quelqu'un pouvait créer le concept de Frexit, et je lance un appel, si quelqu'un avait l'idée de mettre en place un Frexit ouvert et faire exactement comme l'Union européenne, en tout cas prendre le meilleur de l'Union européenne et dire voilà, ceux qui sont en Europe, ils peuvent venir, mais par contre, le pays, il peut prendre des décisions personnelles. Il peut donner à Raoult ou au professeur Perron les pleins pouvoirs et lui dire voilà, nous on trouve que tu es mieux que les Gilbert Deray et les Karine Lacombe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une diversité. Et donc ça c'est la première chose. Le concept est lancé, César. Les auditeurs de Sud Radio vont le reprendre. Second point. Alors second point, c'est tout simplement. En fait, c'est tout simplement. Je l'ai dit en même temps. Je souhaite en fait qu'on réfléchisse ensemble à un Frexit ouvert. D'accord. Et en fait, et par contre, qu'on s'engage, parce que c'est très important, à faire un peu de charité aux pays qui sont les plus défavorisés. Ouais, bien et sûr. qu'on s'engage toujours parce que on est d'accord.
Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que si aujourd'hui on retrouve le concept de nation comme on en parle aujourd'hui, mais et donc ça permet la vérité grâce à la diversité, et qu'en plus on s'engage à faire une société ouverte. On est d'accord, César, voilà, c'est bien. Non, alors, le Frexit ouvert, c'est intéressant parce que ça renvoie à quelque chose. C'est-à-dire, dans ce qu'a exprimé César, c'est vraiment ça. Ok, on n'est pas fermé, on n'est pas refermé, mais en même temps, on a envie d'être maître chez soi. Voilà. C'est exactement, je pense que César pose très bien le problème. Comment être à la fois pleinement maître de son destin, donc Frexit, si vous voulez, c'est la métaphore de la reprise en main de son destin, et en même temps, on fait pas la grimace aux Allemands et aux Espagnols, quoi. C'est ça. On n'a aucune raison d'ailleurs, on ne se plus du tout dans les situations de guerre mondiale. Bien sûr. Et donc de fraternité des peuples européens, tout à fait. Non, je pense que j'ai rien à ajouter, je pense que le propos est très juste. Il est très très juste, et il casse, ce que dit l'auditeur, casse cette idée fausse d'une nation qui serait toujours dans le repliement sur soi. Mais ça, c'est les adversaires de la nation qui souvent disent « Ah oui, vous les refermez, etc. » Vous savez, l'étiquette imbécile, conservateur et autres. Absolument. Tout de suite, nous sommes avec Chantal qui nous appelle de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour Monsieur Bourdin. Donc c'est vrai que nous, en Corse, on est très sensibles à la nation. Oui, certes. Parce que nous avons été nation avant la France, hein, donc avec une constitution et les droits de l'homme, puisque c'est plutôt la France qui a recopié notre constitution que l'inverse. Toujours, la France vous recopie surtout, Chantal, vous savez. Mais c'est vrai que je pense que ce n'est pas parce que on défend sa nation et sa souveraineté, bon là je parle de la France, hein, bien sûr, qu'on est forcément, je veux dire, être identitaire, ce n'est pas être sectaire. Tout à fait. Et je pense qu'il ne faut pas tomber d'une extrême à l'autre. Alors de montrer du doigt les gens qui veulent une souveraineté, une nation, ce ne sont pas forcément des personnes qui se referment sur tout le monde. On est bien d'accord. Ce qui est bien et surtout ce qui est très riche, c'est que justement que chaque nation, avec sa culture, ses traditions, ses coutumes, sa langue, son histoire. Moi, quand je vais en Allemagne, j'ai envie d'entendre parler allemand, de connaître l'histoire allemande. Quand je vais en Italie, j'ai envie de connaître l'histoire de l'Italie. Et c'est ça qui fait cette richesse. Et les spaghettis al dente, quand même, Chantal. Non, mais ne négligeons pas la culture dans tous ses états. Exactement, mais je pense que c'est très important de défendre sa culture, sa langue. Une nation, c'est quoi? C'est quand même un hymne, un drapeau, une langue et des traditions. C'est ce qui fait une nation. Et on peut faire l'Europe des nations. Je veux dire, l'Europe, elle n'a pas attendu l'Union européenne pour exister. Je veux dire, l'Europe a existé parce que tous les pays européens, c'était une union de chrétienté, à la base, au Moyen-Âge. Donc, je pense qu'il est important de reprendre sa souveraineté. Et ça n'empêche à aucun moment d'être ouvert aux autres. Tout à fait. Alors justement, Chantal vient de parler de quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé, mais c'est vrai, les symboles, l'hymne national, le drapeau. Et oui, parce que là, on en parle, mais c'est juste si on en parle, quoi. Et la langue, bien sûr, ça, on en a parlé, Bernard Bourdin, mais c'est vrai, ce côté, le drapeau, et puis, vous avez vu le nombre de gens qui disent « Ah, mais la Marseillaise, c'est trop violent, quand même, hein, qu'un sang impur abreuve nos sillons, etc., etc. » Quid de cela? Enfin, quel est votre... Est-ce que ça fait partie intégrante, pour vous, de l'esprit nation? Absolument. Madame a raison. D'abord, la politique, c'est du symbole. Beaucoup de symboles. Dès l'instant, c'est plus qu'une technique. On se perd, on se désymbolise précisément. Et donc, symbolon en grec, c'est ce qui unifie. Donc, un hymne, concrètement, un hymne national rassemble. Prenez l'exemple, ça me frappe au moment des Coupes du Monde. Ouais. Le sport rapatrie la nation, on le voit bien. Oui, moi j'ai entendu quand on arrive en quart de finale ou carrément en finale, alors là on est content, moi je commence à me réintéresser au foot à ce moment-là, et vous entendez dans les appartements dans Paris les gens avec la Marseillaise. Et les jeunes, ils ont 20 ans, ils ont pas 80 ans les gens. Donc vous voyez, on voit bien que c'est pas du tout, c'est là encore une idée fausse, une idée reçue. Les jeunes se ficheraient complètement de tout ça, c'est anachronique, c'est totalement fou. On voit bien combien par le sport, l'idée nationale reprend le dessus et ça se symbolise par l'hymne.
Ça, c'est tout à fait net. C'est-à-dire qu'il y a besoin de resymboliser ce qui nous rassemble. Et sans aucune hostilité méchante, je dirais, ou agressivité contre l'équipe adverse, d'ailleurs. Encore qu'on a entendu souvent dans certains matchs de football des sifflets, comme vous le savez, assez massifs. C'est déjà arrivé, bien sûr. Mais là, parce qu'il y a autre chose derrière. Mais globalement, on ne peut pas dire que ça, mis à part quelques exceptions de trop, mais on ne peut pas dire que ce soit de l'ordre de... C'est pas belliqueux. Absolument. Merci en tout cas pour votre appel, Chantal. Et nous sommes avec Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André, bonjour à vos invités. Eh bien écoutez, je partage en grande partie l'avis de l'auditrice précédente, de Corse. Par contre, je voudrais dire que pour moi, la nation, il faudra aller la chercher dans la rue. Elle n'existe plus. Macron va finir de la détruire et son gouvernement finiront par la détruire, du moins ils cherchent à la détruire. Et vous verrez que d'ici un an ou deux, le phénomène va s'amplifier et les gens qui sont encore attachés, comme certains d'entre nous peuvent l'être, à la nation, aux valeurs de la nation, pas à la morale de la nation, aux valeurs de la nation, devront aller la chercher dans la rue. Ça ne sera plus les gilets jaunes qui sont maintenant pour les trois quarts mélanchonistes à attendre que le SMIC augmente et la fin du mois facile et toutes les conneries qui vont avec. Mais par contre, j'entendais le premier auditeur qui parlait d'Allemagne, d'Espagne, mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas l'Allemagne et l'Espagne le problème dans notre pays, ou l'Italie, ou ne sais-je encore. Le problème dans notre pays, c'est l'Algérie, c'est le Maroc, c'est la Tunisie. À un moment donné, il faut arrêter de dire des choses pour ne rien dire. Voilà, tant qu'on ne s'attaquera pas au vrai problème, tant qu'on n'imposera pas les valeurs de la nation à tout un chacun, d'où qu'ils viennent, il n'y aura plus de nation. Regardez, on a de moins en moins de liberté. L'égalité, il n'y en a plus. Et la fraternité n'existe plus depuis longtemps dans notre pays. Voilà, vous avez le triptyque qui n'est plus. Jean-Paul, donc vous dites que ça va se passer dans la rue. Enfin, vous pensez que ça arrive de se passer dans la rue. Ça se passera dans la rue. Il y aura de grandes manifestations parce que avec ce deuxième quinquennat, je pense que nous allons vraiment nous apercevoir du dessein de Macron pour la France. Voilà. Écoutez, et je crains que ça se passe mal. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà encore un avis. On a de temps en temps, effectivement, des auditeurs qui réagissent comme Jean-Paul, quand je dis de temps en temps, assez régulièrement, qui sont un peu, qui regardent ça en disant, on n'évitera pas, non peut-être pas d'aller dans le mur, mais qu'il faudra une réaction. Quelle sera-t-elle? Qu'est-ce que vous en pensez, Non, j'entends bien le fond d'inquiétude et même de pessimisme de l'auditeur. Hein. Le propos est peut-être excessif, je ne sais pas, mais c'est possible, je ne sais pas, là, je ne suis pas devin. Oui, personne ne sait. En même temps, ça traduit quelque chose qui est une véritable inquiétude. Mais ça révèle une véritable inquiétude, et l'inquiétude, il faut la prendre très au sérieux, d'abord, et puis une inquiétude qui est nourrie par nos responsables de gouvernement, qui sont, c'est vrai, très anxiogènes, je le comprends, mais qui donnent l'impression de sous-estimer l'importance du problème. Et ça, c'est exact. Et effectivement, la personnalité de Macron ne donne pas l'impression de porter la question de la nation d'une manière très explicite, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je vois en dehors, encore une fois, de tout quand il va en Algérie, de la campagne présidentielle de 2016 ou 2017, où il dit la colonisation est un crime contre l'humanité, c'est vrai que les mots pèsent, on oublie ça, les mots, c'est pas, faut que je dirais ça, c'est important. Et c'est étonnant qu'il lance ça comme ça, puis qu'il dise un truc sur la culture française, puis qu'il dit, au contraire, les harkis, c'est très bien, comme pour se rattraper, etc., etc. Si vous voulez, il y a une dilution de la parole politique qui est quand même assez dangereuse sur le plan de la nation, je dirais. Absolument. Non, absolument, parce qu'il a... ça révèle une personnalité, mais au-delà de sa seule personnalité de politique, qui n'ont plus la connaissance historique de leur pays, en réalité. Eux-mêmes sont hors sol. Alors, donc, ils font des coups
Et de temps en temps, quand ils voient qu'ils ont été un peu loin, hop, ils rééquilibrent les choses un peu autrement. Mais on ne voit pas du tout, du même coup, la cohérence. Et où va-t-on, quoi, hein? Manque de connaissance de l'histoire, manque de la culture. Et y compris dans le rapport avec l'Algérie, d'ailleurs, c'est un jeu dangereux, parce que jamais l'Algérie ne fera la même chose que ce qu'a fait la France sur le rapport, les rapports mémoriels. Enfin, on le sait très bien. Et puis, la colonisation comme crime contre l'humanité, ça n'a aucun fondement juridique. Oui, même en termes de droit. Symboliquement parlant, c'est catastrophique. Et juridiquement parlant, ça n'a pas de fondement. Oui, c'est pas très très intelligent, ça. Et sans lien aucun, évidemment, avec une problématique de souveraineté, le siège social en France de McKinsey est en train d'être perquisitionné pour une enquête sur fraude fiscale. Et vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dans le fief original de Sud Radio, l'Occitanie, nous sommes avec Dust qui nous appelle. Bonjour Dust. Oui, bonjour Dust. Bonjour André, bonjour Monsieur Bourdin. Voilà, vous avez parlé d'immigration, et de certains auditeurs aussi. Alors sachant quand même qu'elle est souvent provoquée par le pillage des ressources naturelles de certains pays, je voudrais savoir, et aussi de la politique étrangère que certains pays ont en faveur de certains dictateurs pour assurer ce pillage, je voudrais savoir, à votre avis, quelle est la solution qu'on pourrait appliquer pour arriver à faire nation justement avec ces gens qui viennent désespérés. Ah, ça, c'est une question absolument fondamentale, en effet. Alors, premier point, on ne peut pas accueillir tout le monde, de toute façon. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, il faut avoir une politique de l'immigration à ce moment-là. Et ne pas être dans une générosité irresponsable. C'est tout, il faut l'admettre, c'est clair et net. Et d'ailleurs, même les gouvernements précédents, malgré tout, bon an, mal an, l'admettent. Deuxième point, une fois qu'on a accueilli des immigrés, qu'on les appelle migrants ou réfugiés économiques, politiques, enfin peu importe, qu'ils viennent de l'extérieur, il ne faut surtout pas en faire, comme je le disais je crois tout à l'heure, de simples titulaires de droit, mais en faire des nationaux à ce moment-là. En sorte que ces gens... Et beaucoup d'immigrés ne demandent qu'à devenir des nationaux. Et je pense qu'ils ont que ça, au nom même de leur dignité, d'ailleurs, absolument. C'est-à-dire qu'il n'est pas le corps en France et la tête ailleurs, et ça veut dire donc la maîtrise de la langue, qui est fondamentale. Mais ça ne suffit pas, parce qu'une langue, on peut s'en servir que de manière purement fonctionnelle. On communique, comme on dit, c'est tout. Mais derrière, encore une fois, c'est une culture, et c'est... j'insiste beaucoup là-dessus, une nation, c'est une communauté dans l'histoire, il s'associe à la même communauté de destin historique, point final. Donc il faut qu'on leur enseigne l'histoire de ce pays. Sinon, ils n'en sauront rien, ils n'ont aucune mémoire. Et donc nous sommes à ce moment-là dans une société archipélisée, où les gens, en réalité, cohabitent, mais ne coexistent pas. Une nation, il n'y a pas de coexistence, mais il y a la pure cohabitation. Comment voulez-vous que ça donne une nation au sens strict du terme? C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Et comme vous le dites vous-même, Monsieur Berkov, c'est vrai que beaucoup d'étrangers, en réalité, je pense, ne demandent pas mieux. Et de les réduire à n'être que des titulaires de droit, pour dire, profiter de la sécurité sociale ou toutes sortes d'avantages sociaux, au fond, c'est très humiliant. On n'en fait pas des citoyens, des nationaux. Mais plus que c'est humiliant, je trouve que de la part des dirigeants, ou en tout cas de tous ceux qui contribuent à ça, y compris au niveau de l'éducation, etc., là aussi, c'est une paresse crasse et une facilité, sans parler de l'électoralisme. Moi, je vais vous dire, enfin, pas moi, mais il y a des milliers, des millions de gens. Vous savez, je raconte toujours ça quand on parle d'immigration. Je rappelle que l'Express, l'hebdomadaire L'Express, et l'hebdomadaire Le Point, étaient, dans les années 70, et j'ai témoigné, j'y étais à ce moment-là, et pendant 10 ans, qui réécrivait les journalistes de l'Express et du Point, c'était 2 Égyptiens. C'était des Égyptiens qui connaissaient la France et la langue française, pas la France, et qui étaient amoureux de la langue française, dont ils avaient fait leur patrie. Et il n'y a pas que des Égyptiens. Vous savez très bien, des Sud-Américains, des Syriens, des Libanais, d'un peu partout, des Africains.
Moi, je trouve que là, on a une responsabilité. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. Il y avait un amour de la langue française et de la civilisation et des valeurs de la France qui a été complètement oublié. Absolument. Et qui touchait des dizaines et des centaines de milliers de gens. Absolument. Qui étaient eux-mêmes. Il ne s'agit pas, ils étaient toujours égyptiens, ils étaient toujours africains, ils étaient toujours. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à renier son origine, mais ils avaient intégré, assimilé ce qu'était la civilisation française. Mais quelquefois, ils sont eux-mêmes des donneurs d'exemples de patriotisme. D'ailleurs, et ce qui me frappe dans ce que vous dites, très, très justement, quand on pense que la nation française a intégré Belmondo, Lévinas, Goscinny, ce juif polonais qui est l'auteur de la quintessence même de la France par Astérix. Exact. Max Gallo, et j'en oublie, plus récemment, qu'on a panthéonisé Jeanne Becker. Oui. Joséphine Becker. Joséphine Becker, pardon. Ouais. C'est absolument considérable le nombre de personnalités devenues françaises et qui ont marqué l'histoire du pays. Donc, ce qui prouve bien que ça n'est pas le repli sur soi. Et le modèle républicain était une formidable machine un creuset de particularisation de l'universel. Mais aujourd'hui, à la place, vous avez Mohamed Merah ou Koulibaly. C'est pas par on a baissé de niveau. Et donc, l'image que l'on donne de l'étranger est une image absolument déplorable. Et parce que nous-mêmes, nous donnons aussi une image déplorable du pays. En fait, on est dans un cercle vicieux. Ouais. Et il faut retrouver ce cercle vertueux de cette nation qui est un creuset. Et c'est pas une utopie, puisqu'on a réussi, on l'a fait. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui, on n'en serait plus capable ? Il n'y a pas de raison de ne pas le refaire, mais il faut de la volonté. Voilà. C'est un choix politique, en réalité. C'est une question de volonté politique. Et un appel d'une belle région de notre nation, Olivier, qui nous appelle de Dordogne. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour messieurs. Je vais être rapide. Tout à l'heure, vous aviez parlé de justement les nations contre, on va dire, les mondialistes, enfin les peuples. C'est David contre Goliath. Oui. Mais comment dire, ce sont nos dirigeants. La plupart sont élus. Donc, vous voyez qu'il y a un souci, qu'on n'a plus du tout la main sur le politique, et que le politique, et donc les chefs d'entreprise, sont contre les peuples. Sont contre les peuples, vous dites, c'est ça ? Bah, tout à fait. Quand il y a votre autre invité faisait la liste... sur Davos. On a bien compris, on a compris depuis longtemps. Donc, voilà, les histoires de démocratie et tout ça... Non, il y a des dirigeants qui ont un projet mondialiste contre les peuples et qui imposent les choses au peuple. Après, pour les élections, on s'arrange comme on peut pour faire passer la pilule. Mais voilà. Mais parce que je voudrais juste... Bruno Le Maire, quand on lui a demandé, comment dire, pour l'inflation et tout ça, le coût de la guerre en Irak... Et que ça allait coûter cher aux Français, il a dit oui, mais il faut se rendre compte que nous rentrons dans un monde nouveau. Oui. Vous vous rendez... Non, mais non, mais je sais. J'entends ce que vous dites. Enfin, vous avez vu, d'ailleurs, Bruno Le Maire est toujours ministre de l'économie, donc, vous voyez, tout va bien. Non, je plaisante. Il a ce dogme de mondialisme contre les peuples, vous voyez. Oui. Alors justement, nous arrivons au terme de notre émission, encore une fois, avec cet excellent livre, La Nation, une ressource d'avenir. Bernard Bourdin, au fond, voilà, la nation, au fond, c'est qui est contre qui. Vous voyez encore, Olivier, ce que nous disait Olivier. C'est-à-dire qu'il y a une impression aussi qui se dégage chez les gens. Vous savez, ils disent, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On baisse les bras, d'accord, on dit qu'il faut refaire la nation, etc. Mais on a l'impression que ceux qui devraient nous engager à refaire la nation ne sont pas à leur poste et ne tiennent pas ce cap-là, si tant est qu'ils aient un gouvernail dans les mains. Oui, absolument. Mais encore une fois, c'est ce que j'appelle, et c'est ce que vient d'illustrer Olivier d'ailleurs. Nos démocraties. D'ailleurs, c'est pas que la nation qui est malade, c'est nos démocraties du même coup. Ouais. Parce qu'une démocratie qui n'a pas de sol, elle se condamne à n'être que purement procéduraliste, en gros. Elle n'a pas d'affection sociétatiste, elle ne relie pas les personnes entre elles.
Et ça s'exprime par un divorce et une opposition farouche de fait entre un élitisme hors sol, ce qu'on appelle en anglais les anywhere, enfin c'est le fameux vocabulaire de David Goulhart, les anywhere, et de l'autre les somewhere. Donc il y a le haut et le bas. Il y a toujours, il faut pas critiquer, il y a toujours besoin d'élite. Bien sûr. Il ne s'agit pas d'être anti-élitiste, mais à condition que l'élite se relie au peuple. Et l'erreur, mais qui est intéressée sans doute, c'est de condamner les populismes sans s'interroger pourquoi le populisme existe. C'est-à-dire, en fait, c'est un élitisme. Et pourquoi il prospère. Il prospère, mais il prospère sur un élitisme malséant, je dirais, qui a un profond mépris, effectivement, pour les gens d'en bas, et donc qui alimente ce qu'il dénonce ensuite. Exactement. Or, la nation est le creuset par définition fédérateur du haut et du bas. Voilà. Et c'est ça, à mon avis, la clé là, au plan social. La nation fédératrice du haut et du bas. Eh bien, écoutez, espérons. Aragon disait que la femme est l'avenir de l'homme. En tout cas, la nation est l'avenir de tous. Et votre livre est publié chez Artege et coécrit avec Philippe Diribarne. Et puis, est-ce que Brigitte Lay n'a pas la meilleure solution pour refaire nation? Vous l'écoutez jusqu'à 16h.